Et nous allons commencer avec la manière dont l'État lui-même conçoit l'évaluation des politiques publiques. Nous accueillons Madame Emmanuelle Prouet, chef de projet au département Travail, Emploi, Compétences de France Stratégie, qui a donc cofinancé cette recherche. Cette France Stratégie, je le précise pour ceux qui ne le sauraient pas, est une institution placée auprès de la Première ministre et qui est chargée de contribuer à l'action publique et en particulier de produire justement des évaluations des politiques publiques. Donc, Madame Prouet travaille sur les questions liées à l'avenir du travail, aux réformes du marché du travail. Elle va sans doute insister sur la nécessité qu'il y a à évaluer les normes et notamment les modifications apportées par les ordonnances du 22 septembre 2017. Voilà, je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Je suis le maître du temps. Voilà, me rappeler à l'ordre. Voilà. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être là avec vous, mais je me suis levée un peu tôt, donc j'espère que ça ne va pas avoir d'impact sur ma façon de vous parler et de m'exprimer. Voilà, je suis très contente d'être ici avec vous. Ce que je voudrais essayer de faire en une vingtaine de minutes, c'est vous expliquer... alors, pas répondre à toutes les questions qui ont déjà été posées, parce que c'est des questions qu'on se pose tout le temps quand on fait de l'évaluation et auxquelles on ne répond jamais complètement, mais en tout cas on se les pose. Donc je voudrais simplement vous dire un peu comment nous on se les est posées et comment on a essayé d'y répondre, en tout cas de les traiter. Alors du coup je vais aller très vite sur France Stratégie parce qu'on vous en a dit un mot. Alors pour personne, je pense que ça dit vraiment quelque chose de très précis, si ce n'est le fait que c'est le lointain descendant du commissariat général au plan, créé après la Deuxième Guerre mondiale et qui était chargé de planifier la reconstruction de la France. Alors depuis, évidemment, nos missions ont un petit peu évolué, beaucoup évolué. On a changé de nom, d'organisation, de fonctionnement, etc. Mais il y a un certain nombre de principes, de choses qui sont restées un peu dans l'ADN, notamment le fait que c'est une instance qui a un positionnement assez particulier dans l'administration, je vais y revenir, et qui est qui se veut en tout cas très ouverte sur l'extérieur, sur les acteurs externes à l'administration, et notamment qui travaille assez régulièrement avec les partenaires sociaux. Donc France Stratégie, sous ce format-là, va bientôt fêter ses 10 ans. Et donc on est effectivement un organisme qui a plusieurs missions. On doit faire de l'anticipation des mutations, de la prospective. Vous connaissez peut-être un exercice qui est mené régulièrement avec la DARES sur la prospective des métiers et des qualifications. Le dernier a été publié l'an dernier. Et il y a plusieurs déclinaisons qui sont régulièrement publiées pour essayer de voir quels sont les métiers qui vont embaucher à l'horizon d'une dizaine d'années. On peut être amené parfois à proposer aussi, à faire des recommandations sur des politiques publiques, même si c'est pas forcément ce qu'on fait le plus. On évalue de plus en plus donc des politiques publiques et on essaye de porter au débat un certain nombre de travaux et d'expertises. Donc c'est une instance pluridisciplinaire avec 4 départements, département travail, emploi, compétences, un département sur les politiques sociales, un département sur les questions économiques et le 4e sur les questions de développement durable et de numérique. Et donc on est formellement placé auprès du ou de la Première ministre, selon les époques. Donc ce qui nous donne normalement un positionnement interministériel, ce qui normalement est un atout. Bon, on y reviendra peut-être, c'est pas toujours aussi simple que ça. L'interministérialité est un combat de tous les jours. Voilà, on est, d'après les textes, autonome, c'est-à-dire que France Stratégie est seule responsable de ses publications. Et que elle n'engage pas le gouvernement, les gouvernements en général, les ministères, que notre programme de travail est élaboré à la fois sur la base de commandes ministérielles, comme les évaluations, mais aussi de sujets qu'on appelle des autosaisines, enfin dont on décide nous-mêmes. Et le principe, c'est que tous les travaux sont publiés. Voilà. Alors sur l'évaluation plus particulièrement, il y a 2 types de travaux qu'on mène, des travaux un peu méthodologiques sur notamment, alors c'est des travaux qui datent un peu maintenant, mais sur les questions d'évaluation d'impact, sur l'articulation entre les méthodes qualitatives et quantitatives. Il y a également il y a un comité qui
travaille sur l'évaluation socio-économique des grands projets d'investissement, parce que c'est une obligation légale pour les grands projets d'investissement financés par l'État. Donc eux, c'est pas eux qui mènent directement les évaluations, mais ils mènent des travaux méthodologiques là-dessus. Et puis donc on a des comités qui évaluent certaines politiques au moment où elles sont votées et où il est décidé par la loi ou par le gouvernement de l'évaluer. Donc le premier comité, je pense qui a été mené par, enfin un des premiers comités, c'était celui sur le CICE. Il y en a d'autres qui, comme le comité évaluation ordonnance, ont été menés ces dernières années et terminent leurs travaux maintenant, notamment sur la stratégie nationale de prévention de lutte et de lutte contre la pauvreté et sur le plan France très haut débit. Et puis il y a d'autres comités qui sont en cours sur les réformes de la fiscalité du capital, la loi Pacte, le plan France Relance, etc., etc. Alors sur l'évaluation ordonnance, sur l'évaluation des ordonnances travail. Comment on a procédé d'une façon assez classique pour nous. D'abord, on a une commande donc, qui nous est passée, qui est exprimée dans une lettre de mission. Donc la lettre de mission, pour nous, c'est une lettre de la ministre du Travail de l'époque, Madame Pénicaud, qui nous a été adressée le 28 septembre 2017, donc juste après le passage au Conseil des ministres des ordonnances et donc leur mise en... Enfin, la date de mise en œuvre des ordonnances. Cette lettre de mission, donc vous pouvez retrouver aussi sur le site de France Stratégie, hein, comme tout le reste, elle prévoit la création d'un comité présidé par différentes personnalités qualifiées. Au départ 3, Marcel Grignard, Jean-François Pillard et Sandrine Cazes, qui ont des profils assez différents. Alors pour les Marcel Grignard et Jean-François Pillard, c'est deux personnes qui ont on va dire une expérience pratique du dialogue social, puisque c'est d'anciens responsables syndicaux. Marcel Grignard était responsable à la CFDT et Jean-François Pillard à l'UMM puis au MEDEF. Et ils ont mené, ils ont suivi pas mal de sujets de politique sociale, mais aussi mené des négociations au niveau interpro, de branches, et d'entreprises, etc. Bon. Donc c'est au titre de leur expérience du dialogue social qu'ils ont été désignés. Et Sandrine Cazes est économiste à l'OCDE, donc c'est avec une casquette totalement différente. Et elle a participé aux travaux jusqu'en 2020, simplement parce que pour des raisons de disponibilité professionnelle, c'est une des difficultés déjà que on peut mentionner sur ces travaux-là, c'est que c'est un travail bénévole. Pour les deux premiers, ils sont retraités, mais ce sont des retraités actifs, évidemment, comme souvent. Et donc, il faut y consacrer du temps et de l'énergie, et c'est pas toujours facile. Le comité, il était composé donc des partenaires sociaux, les 8 organisations représentatives, d'administration, les administrations du ministère du Travail, la DARES, on en a parlé, mais aussi, on pourra en reparler, deux directions, la Direction générale du travail et la DGEFP, qui sont des directions non pas d'études comme la DARES, mais des directions qui ont en charge la mise en œuvre des politiques publiques, et notamment de celles-ci, ce qui fait qu'elles ont un positionnement qui est différent que celui de la DARES. Le ministère de la Justice, la direction des affaires civiles et du Sceau était associée aussi parce que sur ce volet justement du barème et des conseils des prud'hommes, c'était important pour nous de pouvoir les avoir dans la boucle, et on en reparlera, je pense, plus tard. Ça a été une grosse richesse pour nous parce qu'en plus on est arrivé au bon moment par rapport à des travaux qui étaient en cours à ce moment-là que pilotait Madame Serverin, et voilà, ça nous a beaucoup alimenté. Et puis bon, l'INSEE, la DG Trésor du ministère de l'économie aussi, et l'ANACT, qui n'est pas une administration tout à fait comme les autres, mais qui était aussi très importante pour nous parce que l'ANACT, elle est en contact direct avec les entreprises sur le terrain, sur ces sujets de représentation du personnel et dialogue social. Il y avait également des chercheurs qui faisaient partie du comité,
des économistes, Christine Erel et Thomas Breda, des juristes, droit du travail, Pascal Loquiec et Paul-Henri Antoine Mattei, un professeur de sciences de gestion que vous connaissez sûrement, c'est un voisin, Patrice Laroche, et Christian Tutrose, qui est sociologue. Et puis, ce qu'on appelle des praticiens, avec des casquettes un peu différentes. Un avocat, Stéphane Béal, Olivier Mériot, qui était au départ là au titre de ses fonctions à l'ANACT, mais qui après a quitté l'ANACT, mais qui est resté au titre de sa casquette de conseil, parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien ces sujets-là aussi. Deux conseillers des prud'hommes, un côté MEDEF et un côté CFDT. Et alors on voulait, enfin, c'est pas forcément nous, mais enfin, bon, la décision c'était qu'il fallait qu'il y ait aussi des responsables d'entreprise, si possible de petites entreprises. Bon, là c'était plutôt des PMI que des PME. Mais très concrètement, c'est deux personnes qui étaient intéressées, qui sont venues au tout début des travaux et qui après n'ont pas du tout eu la disponibilité pour continuer à suivre tout ça, donc qu'on a perdu très vite dans la démarche. Voilà, donc ça c'est important parce que le choix qui est fait pour cette évaluation-là, comme sur d'autres, mais pas forcément pour toutes les évaluations qui sont menées actuellement par les pouvoirs publics, c'est d'avoir un comité avec, je pourrais dire, les parties prenantes, quoi. C'est-à-dire y compris les partenaires sociaux sur un sujet qui est un sujet politiquement, effectivement, pas du tout consensuel. Hein. Vous vous souvenez de l'histoire de la réforme, etc. Et même aujourd'hui, c'est un sujet. Donc voilà, ça c'était vraiment, pour le coup, quelque chose qu'on essaye de pousser autant qu'on peut à chaque fois, c'est d'avoir tout le monde dans le comité d'évaluation au départ. Donc c'est un comité d'évaluation. On ne revient pas sur le débat sur le principe de la réforme, etc. C'est la règle du jeu avec les participants. On ne fait pas non plus de préconisation de réforme au bout des travaux, parce que de toute façon, on ne pourrait pas avoir de conclusion consensuelle là-dessus. Donc on essaye simplement, à minima au moins, de se mettre d'accord sur la façon dont on va évaluer, sur les questions évaluatives qu'on va se poser et sur la méthode d'évaluation. Ce qui déjà n'est pas simple, pas parce qu'il y a forcément débat entre tous ces personnes-là, mais parce que, comme vous l'avez dit, c'est pas simple d'évaluer des politiques publiques dans une temporalité qui est celle de l'action publique. Et ça, je vais y revenir. C'est clair que voilà, il y a un problème de cohérence entre la temporalité de l'évaluation et la temporalité de l'action publique. Et donc, les travaux qui sont venus alimenter donc les différentes publications du comité, les notes d'étape, puis les rapports, c'est des travaux qu'on a menés soit en interne, soit qui ont été externalisés à des chercheurs par les appels à projets de recherche, comme celui qui vous êtes présenté aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Je vais y revenir, qui ont été menés aussi sur d'autres volets de la réforme. Alors, ce qu'on essaye de faire au début, c'est déjà effectivement de préciser qu'est-ce qu'on va faire, à quel moment on va commencer à faire vraiment de l'évaluation, et puis qu'est-ce qu'on va faire qui n'est pas de l'évaluation. Et effectivement, sur une période comme celle-là, finalement, on ne fait pas forcément beaucoup d'évaluation, en tout cas pas que de l'évaluation, et les premiers travaux, c'est d'abord des travaux où on essaye au moins de comprendre comment la réforme se déploie, est appropriée ou pas par les acteurs, et voilà, de suivre cette mise en œuvre, ce qui est pas du tout évident pour une réforme déjà comme celle-ci, parce que je vous rappelle qu'il y a en fait très peu de dispositions obligatoires qui s'appliquent de toute façon, à part la fusion des instances représentatives du personnel, on en parlera, mais tout ce qui est de l'ordre d'inciter la négociation collective, la décentralisation de la négociation d'entreprise, etc., le cadre législatif évolue, mais après, les acteurs s'en saisissent ou pas. Donc, ça pose des questions de temporalité de mise en œuvre, mais aussi tout simplement de comment appréhender cette mise en œuvre. Et sur le volet CPH, enfin le barème, évidemment, ça s'applique, mais avec aussi des délais sur lesquels on reviendra sûrement de mise en œuvre qui posent des difficultés pour nous. Donc voilà, donc il y a des travaux de nature très différente qui ont été menés, outre les travaux de recherche académique et universitaire. D'autant plus que, au-delà de cette question de temporalité, il vous aura pas échappé, comme à tout le monde, que
assez vite, quand on a commencé à mener nos travaux, on s'est retrouvé en 2020, Covid, et que du coup, ça nous a, d'abord, ça a impacté tous les gens qui travaillaient sur ces travaux de recherche à l'époque, nous aussi dans notre fonctionnement, mais aussi évidemment dans les entreprises. L'impact a été très fort sur ces questions. Et là, on est dans une temporalité, une méthode où on n'a pas du tout le temps de lancer des projets de recherche sur plusieurs années pour voir ce qui se passe. Donc, on a essayé de multiplier, je dirais, les canaux de remontée d'informations, de sources, de terrain, mais bon, là, évidemment, c'est pas des travaux d'évaluation au sens strict. Donc voilà. Donc au début, on a fait beaucoup d'auditions, beaucoup de tables rondes. On a commandé des sondages, alors qui sont aussi pas du tout des travaux académiques, mais qui ont l'avantage de pouvoir être réalisés rapidement. On a mené un marché d'études, ça c'est la DARES qui a financé ça également, qui a permis de financer une étude qui a été menée par les cabinets Orseux et Syndex, qui est en ligne aussi sur le site, et qui est allé, donc eux ils sont allés voir 38 entreprises, donc assez rapidement, des entreprises qui mettaient en place des CSE pour voir comment se faisait cette mise en place. Et donc là, en gros, entre le moment où on a lancé, on a publié le marché d'études et le moment où on a eu les résultats, il s'est passé 1 an, ce qui était très 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 court, mais ça permettait d'avoir des premières remontées. Et puis, on a évidemment mobilisé des sources administratives, toujours moins dans une démarche d'évaluation que de suivi, pour voir comment se mettaient en place les dispositifs. Et là, ça renvoie à d'autres difficultés, c'est que les données administratives, elles sont pas conçues pour évaluer les politiques publiques, bien souvent, elles sont antérieures parfois aux réformes qu'on évalue, donc elles sont pas faites pour ça. Et du coup, c'est souvent un peu compliqué. On n'a pas les moyens non plus de créer forcément de nouvelles bases de données, etc. Donc on fait avec ce qu'on a. Et on essaye de discuter, en tout cas, ces données autant qu'on peut. Alors c'est vrai, par exemple, sur les questions de négociation collective, vous savez que le ministère publie tous les ans un bilan de la négociation collective où il compte les accords. Bon, nous, on a essayé de montrer comment c'était assez limité, ce comptage des accords. Ça dit pas grand-chose de ce qu'il y a dedans, ça dit pas grand-chose de la façon dont c'est négocié, surtout la façon dont ça se déploie après dans les entreprises ou dans les branches, etc. Mais bon, c'est un indicateur qu'on a pu utiliser quand même sur l'évolution quantitative. Sur les CSE, alors là, c'est l'exemple peut-être le plus complexe qu'on a eu, c'est qu'il fallait quand même qu'on regarde quand se mettaient en place les CSE, il y avait une obligation légale. Normalement, ça devait se faire avant le 31 décembre 2019. Mais on n'avait pas de comptage direct des CSE créés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la base de données Mars du ministère du Travail, qui sert à élaborer le suivi de la représentativité syndicale et les résultats de la représentativité syndicale. Donc, en fait, c'est les PV des élections qui remontent à un prestataire, qui les traite, etc. Et ça leur permet de donner ces chiffres-là. Donc, à partir de ça, on peut voir qu'il y a une instance qui a été élue, mais en fait, eux, ce qui les intéresse, c'est les PV du premier tour pour la représentativité syndicale. Or, les instances, elles peuvent être élues aussi au 2e tour. Donc, on a aussi des PV du 2e tour, mais qui n'ont pas la même fiabilité, etc. Bref, je vous passe tous les détails, mais c'est très compliqué déjà de savoir combien de CSE ont été créés, à quel rythme. Et ensuite, surtout, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir un taux de couverture des entreprises par CSE, puisque normalement c'était obligatoire de passer à la fusion des instances et à CSE, sauf en cas de carence évidemment, mais au moins de procéder à des élections. Et ça, du coup, il aurait fallu pouvoir rapporter un chiffre fiable de CSE créé à un nombre global d'entreprises assujetties. Et ça, c'est aussi très compliqué à trouver. Donc voilà, on a eu beaucoup de débats. Pour vous donner un exemple précis, on a eu beaucoup de débats méthodologiques là-dessus. Et au final, en fait, ce qui est le plus utile pour nous, mais là, ça repose la question de la temporalité, c'est de se baser sur l'étude annuelle de la DARES qui s'appelle ACMO-DSE, qui
qui enquêtent auprès des entreprises de façon représentative, etc., etc. Et eux, ils ont un taux de couverture effectivement des entreprises en fonction des différentes instances. Mais la dernière publication, elle date de juillet 2022 pour des chiffres de 2020. Donc voilà, du coup, il y a forcément un décalage. Voilà. Alors, je voulais aussi donc vous parler des autres APR qu'on a lancés. Le deuxième APR, il portait justement sur la fusion des instances et notamment donc sur la suppression des CHSCT. Donc, il me reste 3 minutes. Bon, alors je vais faire super vite, mais je vous incite du coup à aller voir tous les rapports de recherche qui ont été publiés sur le site et qui portent là-dessus. Et je voulais insister simplement, mais bon, j'ai pas le temps, sur le fait que c'était des équipes toutes pluridisciplinaires et qui ont travaillé aussi avec des acteurs non académiques et universitaires pour essayer de faciliter l'accès au terrain, parce que c'était la plupart ont fait beaucoup de monographies d'entreprises et ça c'est une vraie difficulté évidemment pour les chercheurs. Alors, du coup, ma troisième partie, ça va être ma conclusion, mais c'est peut-être quand même la plus intéressante, donc je vais essayer d'y passer quelques minutes. Qu'est-ce qui fonctionne, je dirais, et qu'est-ce qui fonctionne plus difficilement dans ce type de démarche ? D'abord, je pense que le positionnement de France Stratégie, effectivement, c'est un atout parce qu'on est à la fois dans l'administration, pas complètement dans l'administration, et on peut avoir donc des rapports avec l'extérieur de l'administration. On n'est pas une politique qui met en œuvre une politique publique, donc on a un regard extérieur, voilà, on n'a pas à rendre des comptes nous-mêmes sur la mise en œuvre d'une politique publique, ce qui change quand même beaucoup de choses, et on peut financer des travaux extérieurs et notamment des travaux académiques. On a normalement un peu de temps pour évaluer, mais bon, pas assez, je vais y revenir. On distingue donc on essaie de distinguer ce qui relève du suivi et de l'évaluation. On a beaucoup de travaux en amont avec les membres du comité sur les questions évaluatives, parce que bon, quand on a récupéré les ordonnances, si vous voulez, la question c'était bon, alors qu'est-ce qu'on va évaluer, parce qu'il y a quand même énormément de mesures. Et puis, à l'aune de quel objectif ? Parce que vous avez l'étude d'impact. Alors, en plus, là, il n'y avait pas vraiment d'étude d'impact, c'était des ordonnances, etc. Mais bon. Vous avez l'exposé des motifs dans une loi. Mais bon, après, tout le monde sait bien qu'il y a des objectifs qui ne sont pas forcément ceux qui sont écrits à ce moment-là. Donc, de quoi on part, quel est l'objectif effectivement visé et à l'aune de quoi on évalue. Ça, c'est là où c'est très important pour nous d'avoir un comité justement qui réunit tout le monde, parce que du coup ça permet d'avoir ces échanges-là. Les difficultés, donc c'est la temporalité, je vais y revenir, c'est les difficultés à mobiliser la recherche, je reparle parce que je suis ici du coup. On a fait un 3e APR en 2022, on a eu une seule réponse et pas vraiment sur les sujets qu'on attendait le plus, parce que en fait c'était pas le bon moment pour les équipes, c'était pas le bon moment en termes de disponibilité des données, il y avait un problème de moyens très concrètement du côté de la recherche. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font de l'évaluation des politiques publiques, et donc voilà, on fait de plus en plus d'appels à projets de recherche à la DARES chez nous, et en fait on a de plus en plus de difficultés à avoir des réponses. Alors sur les questions de temporalité, j'ai essayé de faire un petit schéma. Je suis pas super graphiste, hein, donc voilà. Mais c'était pour vous montrer que effectivement, 5 ans, ça vous paraît court en tant que chercheur. 5 ans, c'est très long pour l'action publique, quoi. Donc là, les travaux sont terminés. Nous, on avait proposé de poursuivre, sauf que effectivement, c'est pas ça la temporalité des gouvernements qui se succèdent, que ce sujet-là, il avait été porté à un moment donné par un contexte, par une ministre, etc., que là, il y a d'autres priorités, d'autres sujets. Donc voilà. Donc entre le moment où la réforme se met en place, elle commence à se déployer, surtout pour une réforme de ce type-là, je l'ai dit, qui n'est pas une réforme réglementaire où on va changer, je sais pas, un taux d'imposition, je sais pas quoi, mais où c'est quelque chose qui va forcément prendre du temps à être approprié. C'est très compliqué. Alors, ce qu'on a essayé de faire, donc, c'est je vous l'ai dit, de multiplier les sources, les remontées, voilà, pour essayer de confronter les différents résultats qu'on avait, que ce soit des résultats de suivi ou des résultats d'évaluation.
En général, quand même, tout ce qui remontait était plutôt assez concordant, donc ça nous confortait plutôt. Mais on a toujours aussi souligné les limites de tous ces travaux, pas parce qu'ils étaient mal faits, mais parce que par nature, de toute façon, c'est très compliqué de mener ces travaux-là. Et je pense que ça, du côté de l'action publique, c'est important aussi pour ça, ce type de comité, de méthode, c'est que ça permet aussi de démystifier un peu, si je peux dire, la question de l'évaluation des politiques publiques, parce qu'on en parle beaucoup, on en fait de plus en plus, voilà, il faut en faire, c'est un peu un impératif, etc. Mais on voit bien que ce soit du côté des méthodes quantitatives ou que ce soit des méthodes qualitatives, on bute très vite sur un certain nombre de limites. Que ce soit des questions d'accès aux données, des questions de représentativité quand on est du côté du quali, etc. Et du coup, bah voilà, je pense que c'est bien aussi pour les pouvoirs publics, comme pour les acteurs qui siègent dans ces comités-là, de se confronter un petit peu à ces difficultés pratiques pour voir la limite de ces travaux-là. Et en même temps, bah, tout est publié, donc tout est mis dans le débat public, et les acteurs peuvent s'en saisir aussi pour les porter après et pour que ça serve entre guillemets à quelque chose, même si ça c'est aussi une grande question. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Madame Prouet pour nous avoir montré comment notamment a été mis en place l'évaluation des ordonnances travail par les pouvoirs publics, d'avoir mis l'accent sur notamment les difficultés méthodologiques, les questions d'accès aux sources. J'ai noté que même si je vous ai fait accélérer, je m'en excuse, que dans les équipes qui participaient à l'évaluation, non seulement on avait des membres de l'Institut du travail de Nancy, des enseignants-chercheurs qui sont en poste à l'Institut du travail de Nancy, mais il y avait également l'Institut du travail de Strasbourg et l'IFS, l'Institut du travail de Lyon. Donc voilà, ça, en tant qu'ancien directeur d'Institut du travail, j'ai été évidemment particulièrement heureux de voir que les instituts du travail se mobilisaient dans cette question d'évaluation des normes. On a vu aussi, vous avez évoqué la question de la construction, de la composition du comité d'évaluation, et juste pour en un mot dire que ça traduit quand même déjà un certain nombre de choix dans cette composition, et en tout cas ça rappelle que l'évaluation ne peut jamais être totalement objective, totalement représentative, et ça aussi c'est un élément évidemment à avoir bien en tête.